Salut à tous, épisode 5 avec la Trek Segafredo, on est sur World DB20 évidemment, avec deux rendez-vous majeurs sur cet épisode-là, c'est le Tour des Flandres et également un Tour du Pays Basque qui peut s'avérer sympathique si Mollema reste un petit peu dans le coup. Ça, on verra un petit peu plus tard. D'abord, rappeler très brièvement ce qui est passé à l'épisode précédent, c'était Mats Pedersen avec lequel j'avais voulu tenter un petit peu la chance du côté de Milan-San Remo, et puis Mathieu Van Der Poel s'est avéré un petit peu plus fort. Voilà, Mathieu Van Der Poel au-dessus, il y a même Lutsenko qui vient comme ça sauter sur la ligne Mats Pedersen pour un podium au final, qui est pas non plus déshonorant, mais voilà, pas de victoire sur ce coup-là. Après on s'était un petit peu amusé à s'entraîner au sprint avec notamment Moschetti sur les 3 jours de Bruges-la-Panne. Bon. Et ensuite, ça avait été le Tour de Catalogne. Tour de Catalogne, finalement, marqué par ce contre-la-montre un petit peu malheureux pour Bauke Mollema, puisque sur le contre-la-montre, il a perdu pas mal. Et puis derrière, ce sont les tout meilleurs qui finalement se succèdent pour ce qui est de briller au sommet. Et donc avec Mollema, j'ai ramassé un petit peu les miettes. C'était pas tout à fait évident. Alors évidemment, on a tenté notre chance par moment. Et on voit à la Philippe qui récupère les fruits du travail de Mollema sur cette étape là. Et c'est peut-être au moment où on s'attend le moins qu'il va y avoir comme ça des coups qui vont s'avérer payants pour certains, avec des défaillances aussi pour d'autres leaders. Donc sur la fin, ce Tour de Catalogne, pardon, a pris un certain intérêt, alors qu'au départ il était un petit peu ennuyeux, faut quand même le dire. Il n'a pas été non plus phénoménal, hein, mais on rattrape le coup sur l'étape 7 en la prenant, et puis après il y a ce classement général. Au final, notre ami Mollema il fait 7 quoi, ce qui est pas si mal quand on voyait le début, mais pas génial en soi. Bon voilà, c'était hors pic de forme, c'est pas forcément évident. Après par contre, au niveau du GPE3, la satisfaction était totale parce que Stuyven a été très très fort et il bouche ici un trou assez intéressant sur Gilbert, Van Der Poel et Wout van Aert. Après, ça se joue un petit peu dans mon dos, hein, sur le niveau il y a les petites attaques de l'IA là au moment où je m'occupe de l'arrière, donc j'ai bien compris, faut surtout pas s'occuper de l'arrière, et on va comme ça, hop là, déclencher au bon moment. Au final, Philippe Gilbert a été décisif pour ce qui est de ramener Stuyven sur Van Der Poel et Van Aert. Donc c'était quand même un scénario plutôt rigolo. Et puis après, la petite cerise sur le gâteau, c'était cette attaque lointaine qu'on a préparée. Hein. On a fait rouler tout le monde, y compris Moschetti, hein, pour lequel j'aurais pu très naturellement jouer le coup. Mais non, on a préparé le coup de loin pour essayer de profiter du plus 5 de Stuyven, qui est vraiment dans une forme resplendissante. Et je me suis fixé un petit peu cet objectif d'essayer de résister au retour du peloton. Donc il y avait eu gros travail préparatoire, et ça va être très difficile parce qu'au final, Lampart ici ramène Groenewegen sur cette attaque dans les derniers kilomètres. Et regardez-moi ça, retour aussi de Caleb Ewan qui va échouer de très très peu pour ce qui est de remonter Stuyven. Donc les sprinters ont failli coiffer Stuyven au poteau, mais ça n'a pas été le cas. Voilà un petit peu la situation au 30 mars. On a évidemment le Giro en ligne de mire pour Vincenzo Nibali, qu'on verra aussi sur le Tour des Flandres dans cet épisode-là, parce que je l'ai emmené, j'ai tenu un petit peu à respecter la soif de participation au minimum aux monuments et aux grosses classiques de Nibali. On sait que Nibali est un coureur qui aime s'aligner dans des endroits où même il n'a pas forcément de chance de l'emporter, quoique, voir Milan-San Remo, qui aurait cru en 2018 qu'il allait la prendre. Et voilà, histoire de se chauffer un petit peu avant le Tour des Flandres, c'est un à travers la Flandre, donc 4 jours avant, qu'on a là, avec un parcours, j'ai laissé, la World DB avait mis mis un variant en fait par rapport à celui qu'on joue souvent, donc tant mieux, c'est bien, ça fait autre chose, ça fait voir autre chose, et puis ça permet aussi de tester la concurrence. Hein, vous avez vu, j'avais mis sur le petit screen juste avant, quelle concurrence sur ce à travers la Flandre. La concurrence est belle, puisque Van Der Poel est présent, puisque Wout van Aert est présent également, donc on peut avoir fort à faire. Et
Il n'y a pas que, hein, il y a aussi quelques autres très très bons coureurs. Du coup, bah, toujours l'observation de l'attitude de l'IA, assez intéressante, toujours à noter, hein, que va nous proposer l'IA sur tel profil. Donc c'est un petit peu toujours ça qui m'intéresse. Parfois établir des petites comparaisons. Ici, on est dans un final sur lequel, bah ouais, je me suis mangé une cassure avec Pedersen. J'étais presque un petit peu à l'origine de cette cassure, ça fait un peu râler. Mais bon, voilà, Pedersen va quand même rentrer. J'aurais bien aimé jouer pour Mats Pedersen sur ce à travers la Flandre, mais le problème c'est que Stuyven s'avère bien trop fort. On est encore une fois dans la période où Stuyven est sous pic de forme, et on peut dire que ça fait très très mal. Quand on voit les notes de Stuyven, ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose à redire, hein. Il faut être un petit peu dingue. Ah, ici, je tente une accélération pour voir s'il y a moyen de s'échapper sur le final, même si j'en emmène 4 ou 5 avec moi, c'est pas grave. On voit Caseball également, qui était du coup Marc Sarro. Mais évidemment, on n'arrive pas non plus à distancer Van Der Poel et Wout van Aert. Du coup, ça temporise. Il se passe plus grand chose. Donc en gros, pour nous empêcher de partir, il y a du monde. Et par contre, pour ce qui est d'essayer de participer au moment où on a fait un petit trou avec Stuyven et quatre compagnons, bah, il n'y a plus personne. Donc, bien compris, hein, l'IA un petit peu moins offensive sur cette course-là que ce qu'elle ne pourrait l'être sur d'autres. Donc, je retente quand même ma chance. On sait qu'il faut jamais abdiquer, hein, sur PCM. On peut toujours avoir la délivrance si on est un petit peu persistant. Mais bon, là, manifestement, c'est toujours pas le cas. Regroupement, encore une fois. Ok. Allez, pour m'amuser, on va dire que virtuellement, là je lance, hein, je lance de loin, parce que avec les tournants, on peut lancer d'un petit peu plus loin le sprint, hein, et ça va être très très difficile, ça va passer quand même. Wout van Aert au final n'aura pas réussi à passer Stuyven sur la ligne, mais ouais, du coup ça a rendu à travers la Flandre un petit peu indécis, puisque on a l'habitude sur l'autre profil de le gagner assez souvent. Et là, par contre, c'était tout sauf acquis d'avance, hein. C'était même pas loin de chavirer sur la toute fin. Et on passe enfin à ce Tour des Flandres. Alors là, sur le Tour des Flandres, je n'ai pas, a priori en tout cas, pas d'hésitation. C'est vraiment pour Stuyven. Sauf coup de théâtre. On va voir un petit peu si on peut avoir un coup de théâtre au niveau de la forme du jour. Puisque plus 2 Pedersen, plus 3 Stuyven annoncés. 0 Nibali. Nibali est un petit peu là pour le fun, hein. On a l'adversité qu'on peut imaginer, c'est-à-dire que tous les meilleurs sont présents. Et la surprise du chef, c'est que Nibali n'est pas aidé. Donc là, ce sera soit une petite échappée à un moment opportun, soit pas grand-chose, c'est-à-dire un rôle d'équipier. Et pour ce qui est de Pedersen, par contre, la surprise divine, c'est le plus 5, avec tout de même le plus 4 pour Stuyven, qui fait bien plaisir. Donc très chanceux, hein, sur les formes du jour dans cette période-là, sur les classiques. Bon, préparation correcte aussi, hein, bien sûr, mais il y a une part de chance. Donc il faut essayer d'en profiter quand on a comme ça un peu de bol. Donc voilà, on aperçoit finalement une course assez calme à ce moment-là. Les hommes dans l'échappée, on est très très loin encore de l'arrivée. On passe ici au mur de Grammont, au mur, où je tente ma chance, parce qu'en fait, si Nibali ne tente rien à 100 bornes ou un petit peu moins de l'arrivée, bah, on tentera jamais rien, hein, en vérité, hein. Partir de loin, bénéficier d'un peu de chance, on sait jamais raccrocher les mecs de devant. On a perçu Søren Kragh Andersen qui lui par contre a réussi à sortir. Nibali j'ai pas réussi à sortir, hein, Nibali. De ce fait, plus on avance, de toute façon, moins il y a de chances d'aller tenter un coup, puisque à l'endurance, à l'usure, il y aura très très peu de chances que Nibali se retrouve avec la meilleure carte que j'ai à jouer avec cette équipe. On pense évidemment plus naturellement à Pedersen et à Stuyven. Donc, on est en train de reprendre plus ou moins l'échappée. J'avoue, regardez ici avec Pedersen, j'ai un petit peu aidé pour qu'on laisse pas trop partir ces gens-là. Je veux pouvoir à un moment donné appuyer et peut-être essayer de prendre un petit peu le contrôle de la course, puisque avec Edward Theuns, avec Alex Kirch notamment, on dispose là de très très bons équipiers, donc c'est moyen de faire jouer un rôle à ces gars-là.
On va pas se gêner, voilà, ça part, ça part. Après les moments de temporisation, il y a traditionnellement des attaques. Après, celle-ci n'est pas très inquiétante parce qu'il y a énormément d'équipiers d'autres équipes pour rouler. Donc, ça sert vraiment à rien de s'employer. C'est plutôt, il faut plutôt être vigilant hein, sur ce passage-là au vieux Quarmont. Il y a un passage ici, un enchaînement avec Paterberg derrière. Donc, tant que c'est Colbrelli, tant que c'est d'autres coureurs, il y a pas de problème. Stuyven, très très facile. Donc, aucune raison de forcer. Pedersen reste bien placé. Monravito a un peu tardé avec Nibali, mais c'est un peu anecdotique. Il va s'accrocher, Vincenzo. Il va s'accrocher, puisque en sortie de Paterberg, juste après, voilà, c'est ici que ça se passe, on verra même Nibali qui arrive quand même à être présent à une 15e rang, etc. Donc ça résiste, ça résiste. Après, bon, voilà, fin de, on va éteindre la lumière dans pas longtemps, hein, on le sent vraiment. Stuyven très très bien placé toujours, Pedersen également. Les plus forts nous accompagnent et vous voyez, les équipiers importants là devant qui sont en défaillance. Donc je me dis, allez, on se rapproche du but. En plus, il y a la petite excitation qui monte hein, toujours à ce moment-là quand on est dans les euh, dans les 30 derniers ou 35 du Tour des Flandres. Là, c'est vraiment parmi les plus beaux moments de jeu, en tout cas en ce qui me concerne. J'adore ces courses-là, c'est assez sympa. Allez, on va rouler. On va rouler un petit peu à ce moment-là. Il reste de l'énergie, pas beaucoup, hein, mais il reste un petit peu d'énergie à certains équipiers. On va donc essayer d'en profiter pour faire rouler. Toujours avec l'idée que si on maintient un rythme qui est relativement élevé, déjà on empêche certaines attaques, mais surtout on peut fatiguer des équipiers, éliminer certains, et donc après les leaders se retrouvent seuls. Et avec mon surnombre potentiel entre Stuyven à plus 4 et Pedersen à plus 5, j'ai intérêt à la limite qu'on se retrouve à 2 contre 1, 1, 1, 1, 1, vous voyez ce que je veux dire. Donc par contre là il y a un coup qui part, et on n'est pas dedans. Mais après est-ce que ça collabore, etc. J'ai pas envie de tenter de voir si ça va collaborer, parce qu'en plus il y a Trentin et Van Avermaet. Donc là il y a 2 CCC, faut faire assez gaffe à ce genre de truc. Sagan et Van Der Poel sont des machines à des moments sur le jeu, donc surtout pas commencer à mollir. Et vous voyez, j'ai plutôt Pedersen a priori en tête, hein, mais je roule. J'ai plutôt Stuyven en tête. Mais je roule quand même avec Stuyven, avec Pedersen à roue, parce que je vais encore me ménager la possibilité de jouer sur 2 cartes différentes jusqu'au, on va dire jusqu'au plus tard possible. Voilà. Donc attaque ici pour essayer d'éliminer du monde. On muscle un peu les débats. Après, Stuyven a beaucoup donné. Van Avermaet qui contre. C'est plutôt à Pedersen d'y aller hein, cette fois-ci. Pedersen, et puis j'ai pas envie de me fusiller non plus. Hein, c'est aussi aux autres de travailler parce que un départ de Van Avermaet à ce moment-là, j'ai de sérieux doutes sur sa capacité à aller tout seul jusqu'à la fin. Parce je sais qu'il y a un moment donné où les Nassen, Van Aert, etc. vont réagir. D'ailleurs, Nassen est sorti. On est en approche du dernier passage au vieux Quarmont. Très important celui-là. Allez, je laisse pas de place au hasard. On n'était pas très très loin de la minute là sur Van Avermaet. Donc on y va. Et là il a fallu faire un choix. C'était le moment. Donc sacrifice de Pedersen. Alors c'est pas que je lui en veux le pauvre. C'est surtout que en sortant du GPE3 et Wevelgem avec Stuyven, j'ai quand même envie de tenter le triplé. Et on sait qu'en plus Stuyven est une chance incroyable à Roubaix. Hein, donc Pedersen, je l'ai bien dit, cette saison, c'est une saison de progression à l'entraînement, de essayer de choper ce qu'il peut, mais c'est Stuyven quand même le leader là-dessus. Et j'ai tenté ma contre-attaque en fin de vieux Quarmont, puisqu'on a repris Van Avermaet, et très 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 important ici, Pedersen n'est pas lâché, alors qu'il n'a que très très peu de barres. On va me dire, ouais, en descente, il récupère, ouais, mais il y avait le replat juste avant, hein, sur le replat, il n'a rien perdu. Et Stuyven ici dispose d'une certaine avance dans le Paterberg. Est-ce qu'il va en prendre suffisamment? Est-ce qu'on va dépasser par exemple les 40-50 secondes qui pourraient éventuellement nous mettre à l'abri d'un retour? Ça dépend un peu de la barre, de l'énergie restante sur les hommes de l'arrière. On aperçoit ici un Dylan Van Baarle en bonne forme. Sepp Van Marken, Yves Lampaert, Wout Van Aert, Nassen sont en défaillance. Ça va pas du tout de ce côté-là, ça a gagné lâché. Greg Van Avermaet
est aussi actif. Mine de rien, on a du bon Van Avermaet là-dessus. Et vous voyez que Stuyven, je gère ma barre rouge pour surtout ne jamais perdre la totalité de cette barre, donc on descend sur un effort qui est assez faible. Ici, si on avait recrudescence des attaques, comme on voit souvent dans cette zone-là du Tour des Flandres, on aurait déjà été repris. Hein. Et à ce moment-là, il aurait fallu attendre, se recaler dans la roue, essayer de reprendre un peu d'énergie, etc. Mais là, non. Je choisis l'autre option, c'est l'option Philippe Gilbert, en gros. Hein. Vous voyez ce que je veux dire. On tente d'arriver seul. On tente d'essayer de gagner ce Tour des Flandres tout seul et d'arriver sur la ligne à Oudenaarde en solo pour Jesper Stuyven. Ici, c'est Wout van Aert qui manifeste bien ce qu'on sentait, hein, savoir que derrière, ils en ont plus. Hein. Ils en ont plus. On peut donc savourer, parce que je crois qu'à ce stade-là, l'histoire, elle est écrite. Jesper Stuyven va s'adjuger le Tour des Flandres en solitaire. Alors, c'est un mutant, hein, faut quand même le dire. Quand t'as le contrôle, en plus, il y a Pedersen qui vient faire 3. Quand t'as Stuyven comme ça, en bonne forme, waouh, ça fait très très mal. C'est assez violent. Naturellement, on est en train de prendre rendez-vous pour Roubaix, hein, parce que c'est là qu'on pourra donner un dernier avis sur le degré de mutanisme du garçon. Ce sera l'occasion aussi d'essayer de faire la passe de 4. Hein. Vous connaissez un petit peu, vous savez que cette question a tendance parfois à m'obséder. Changement de décor total. Tour du Pays Basque. Alors là, on avait eu des expériences un petit peu diverses avec Mollema. C'était une 5e place au général sur Paris-Nice, avec, je crois, 2 top 3, quelque chose comme ça, sur les étapes 6 et 7 de mémoire. Et une 7e place, je crois, en Catalogne. Et celle-là, par contre, était assortie d'une victoire d'étape pour Mollema. Donc, il y avait... c'était pas décourageant, hein, ce début de saison pour Mollema. Surtout que Mollema, je lui ai programmé un pic de forme sur les Ardennaises. Mais vous allez voir, pas seulement. En fait, dans mes petits calculs, hein, que vous savez que j'aime bien faire, je me suis arrangé, vu le profil du Tour du Pays Basque, pour que Mollema ait son pic de forme le matin de l'étape 6. Pourquoi est-ce que je parle du matin de l'étape 6 ? C'est parce qu'en fait, ici, il va y avoir un contre-la-montre en fait sur l'étape 6. Et comme j'ai été 2 fois consécutivement très très malheureux sur les contre-la-montre avec Mollema, c'est-à-dire avec vraiment un manque de chance absolu sur la forme du jour, voire épisode précédent, au pluriel, je me suis dit, assure ton coup, et cette fois-ci, tu sécurises un pic pour le CLM, au moins ça permettra de pouvoir envisager un éventuel top 5 ou quelque chose comme ça sur ce Tour du Pays Basque. C'est un peu honorifique, hein, mais bon, voilà. On a une mauvaise forme de jour sur la première étape, peut-être pas rédhibitoire, on va perdre du temps, hein, c'est évident. Mikel Landa a marché sur l'eau, on a Thibaut Pinot qui n'est pas mal du tout, Jakob Fuglsang qui termine très très bien, et Richie Porte qui va même terminer devant Ciccone et Mollema là-dessus. Donc on a quelqu'un de placé, Mollema est à plus d'une minute 10 je crois, quelque chose de ce style. Ça démarre mal, puisque la chance principale sur ce Tour du Pays Basque, c'est Mollema plus que Richie Porte. Hein. Pour moi, vu la configuration des notes des uns et des autres, etc., et l'équipe que j'ai alignée. Ciccone, par exemple, n'a pas beaucoup de chance sur ce Tour du Pays Basque, déjà parce qu'il n'est qu'en préparation du Giro, d'une part, et puis surtout, le contre-la-montre de l'étape 6 l'élimine forcément pour la victoire finale. Donc voilà, on est sur un profil virtuel 2020. Tom Skynes fait partie de l'équipe. On a aussi la présence du talentueux américain Quinn Simmons. C'est amusant parce que sur les databases, il va être plus ou moins programmé pour être peut-être un Flandrien par-ci, un puncher par-là. Quand même se prononcer sur le garçon. A priori, ce sera plus un coureur de classique, voire même plutôt un Flandrien. Mais bon, il est jeune,
il peut se spécialiser, on ne sait pas encore exactement quel est son potentiel dans chaque domaine, mais moi je rejoindrais plutôt la série de ceux qui estiment que Quinn Simmons est appelé à être plus flandrien. On verra. Il a lui-même parlé de Paris-Roubaix, par exemple, comme étant le rêve de sa vie cycliste. En tout cas, c'est Higuita qui va prendre cette deuxième arrivée au sommet, juste devant Schachmann et Primoz Roglic. Donc, le casting est plutôt sympathique, mais on a l'habitude, hein, sur le Tour du Pays Basque, c'est rarement moisi. Hein. Il y a toujours le gratin du gratin qui est présent. Vous voyez, toujours Mollema à 1,10, Ciccone et Porte sont placés. Après, je dis pas, hein, si Porte est ma meilleure chance, je jouerai pour Richie Porte. Hein. Mais il faut voir juste comment se passent les étapes 3, 4, 5. Hein, on va surtout 3, 4. 5 encore est assez neutre. Hein, donc au final, avant le contre-la-montre, c'est même la forme du jour là, sur l'étape 6 qui peut même faire la diff en fait. Hein. En tout cas, on est obligé de faire des petits choix par moment. Moi, comme je vous disais juste avant, je pense que Ciccone n'aura pas son mot à dire et qu'en revanche, allez, Porte un petit peu, mais surtout Mollema doit être notre chance principale pour figurer. J'ai pas abdiqué, je l'ai déjà très très souvent perdu, hein, ce Tour du Pays Basque, donc je vais pas abdiquer du tout et je vais essayer de jouer une place au général parce qu'encore une fois, on n'est pas forcément à un moment de l'année où les tout meilleurs ont tous un pic de forme. Ce serait plus sur Paris-Nice ou Tirreno, je trouve qu'on peut rencontrer des coureurs parfois très très bien préparés. Catalogne, c'est pas du tout systématique. Pays Basque, les meilleurs sont là, mais préparés comment, ça c'est à voir. L'étape 3, je me suis dit, allez, tente un peu ta chance. T'as une équipe d'attaquants, après tout, avec Ciccone, hein, on connaît le tempérament. Bon, Tom Skujns, que j'ai utilisé de manière un petit peu, je l'ai un peu plus bridé sur ce Tour du Pays Basque, mais par contre là, Ciccone, je lui ai vraiment fait tenter sa chance parce que je me suis dit, il faut voir un peu comment ça réagit derrière. Et comment ça réagit derrière, c'est que ça roule pas mal. Évidemment, le pauvre Ciccone a été repris, mais ça a quand même permis de faire un peu du tri, surtout que ça nous permet de rouler derrière avec Skujns, qui va permettre à Richie Porte de tenter, là encore, une accélération. Vous voyez, j'y vais en plusieurs temps. Je prépare un coup pour Mollema, hein, cela va de soi, mais je le prépare un peu à la Sunweb de ce samedi 12 septembre, là, toute proportion gardée, c'est-à-dire t'en fais attaquer un, puis t'en fais attaquer un autre, et derrière c'est le troisième qui récupère les marrons du feu. Ben voilà, c'est un peu ça mon objectif. On voit que Mollema est très très bien placé dans la descente. Je trouve que Roglic en fait un petit peu trop. Il en fait un petit peu trop, d'autant plus que Dumoulin est dans le groupe juste derrière. Donc Dumoulin est en phase de perdre du temps peut-être sur cette étape-là, en tout cas de ne pas briller particulièrement. Et du coup, je suis assez étonné que Roglic se soit consommé de cette façon-là. Est-ce que ça va se payer ou est-ce que Roglic est très très fort et ne le payera pas? On verra bien. 5 km de l'arrivée, Fuglsang a l'air plutôt fort. On va essayer de lancer Mollema de la façon la plus propre qu'il soit, à savoir Richie Porte a terminé son travail de protection. Désormais, Ciccone va s'en occuper de protéger l'ami Mollema. Je suis en effort curseur. On est dans de forts pourcentages. On va essayer de faire une différence. Vous voyez ici Roglic Dumoulin qui s'apprête à lâcher. Fuglsang en revanche est très très bien accroché. On avait soit David Gaudu qui fait le boulot pour conserver Thibaut Pinot dans la roue des tout meilleurs. Et à un moment donné, regardez, ça va lâcher. C'est ici voilà que David Gaudu ne peut plus. Thibaut Pinot du coup prend la cassure et devant, à ma grande surprise, Mollema va même faire la différence sur Fuglsang alors que je me voyais bien battu en fait par Jakob Fuglsang. Donc victoire de Mollema. Egan Bernal a remonté de façon formidable sur la toute fin de l'étape, mais il y a quand même un écart. Alors comment est-ce que ça va se solder au classement? Regardez, Mollema qui prend le maillot, du coup, c'est très très indécis. Il y a 4 hommes environ pour la victoire. Hein. C'est notamment aperçu Bernal et Mikel Landa.
faudra quand même faire attention à Guita, mais un tout petit peu plus loin, à plus de 40 secondes. Donc, ouais, Tour du Pays Basque qui peut jouer sur pas grand chose. Il va falloir rester bien vigilant. Ça n'est pas l'étape 4 qui doit nous piéger, même si la forme de Mollema n'est pas très bonne. Mais on doit pouvoir contrôler ça, puisque l'arrivée est derrière une descente. Donc, normalement, si on gère un poil, on ne prend pas de cassure. Je vais bien rester à l'avant. On va voir un peu quels sont ceux qui ont des fourmis dans les jambes. En l'occurrence, voilà, on arrive dans les forts pourcentages, là aussi. Et certains semblent bien en jambes. Toutefois, je me fais pas trop d'inquiétude. Hein, je ne nourris pas trop d'inquiétude par rapport à cette étape 4, parce que même si on aperçoit Landa et toute une horde de punchers à ses trousses, il m'apparaît pas évident qu'on va perdre du temps là-dessus. Maintenant qu'on a passé la dernière difficulté, on est plutôt serein, et on sait que le maillot peut-être va rester sur les épaules de Mollema. Je vais quand même rouler porte, parce que Landa a du mal à être repris. Au final, il n'est repris par aucun des Sharpman, Alaphilippe et compagnie. Du coup, on va lancer le sprint. Et Landa va s'imposer en conservant une marge infime sur Sharpman et Alaphilippe, avec une très honorable performance de Mollema qui arrive dans le même temps. Il ne perd donc que la bonification par rapport à Mikel Landa, ce qui rapproche l'Espagnol à 3 secondes seulement au général de Bauke Mollema. Étape 5, un petit peu plus neutre. Celle-ci n'a pas non plus de raison de nous inquiéter outre mesure. On est pas mal là, et donc tout se jouera probablement sur le contre-la-montre final, hein. C'est sûr à présent, parce que je vois pas sur ce terrain-là Mikel Landa ou même Egan Bernal prendre de grosses bonifications. Ce serait première ou deuxième place, voilà, ce serait une bonification conséquente, pourrait éventuellement perturber le classement général. Je me dis, tiens, et si on tentait avec Quinn Simmons d'aller éventuellement attraper cette étape? Donc il va prendre un petit peu d'avance, notre jeune américain, mais il y a quand même une poursuite assez organisée derrière, hein. Donc ce sera a priori un peu difficile. Vous voyez, voilà, c'est IF1 qui roule. Bon, après, il y en a d'autres qui se sont un petit peu succédés. De ce fait, je relève Quinn Simmons et on va jouer le coup différemment, c'est-à-dire à la version petit train pour Bauke Mollema. Et c'est parti. Julien Alaphilippe sera-t-il le plus rapide? Oui, devant de nouveau Maximilian Sharpman. Et par contre, la bonne surprise, c'est ce 3e place pour Bauke Mollema, qui lui permet d'être crédité d'une petite bonification, ce qui fait passer Landa à 12 secondes, Bernal à 18, et Fuglsang n'est pas non plus très bien placé pour, vous voyez, ça c'est le pic dont je vous parlais, Fuglsang n'est pas non plus très bien placé pour décramponner Mollema qui est un bon rouleur. Il a des qualités qui doivent lui permettre de limiter la casse, soit par sa note de montagne, de résistance, ou que sais-je, de CLM, évidemment, même de plaine, elle est pas dégueulasse. Donc tout dépendra de la forme du jour. Et là, on s'aperçoit que déjà, on a de la chance, on a une forme du jour qui est conforme à celle qu'on pouvait être en droit d'attendre, puisqu'encore une fois, Mollema est sous pic de forme, donc suffire de limiter un petit peu la casse, hein, et de rouler assez normalement. Alors, principe toujours les mêmes, on aperçoit bientôt l'intermédiaire des uns, l'intermédiaire des autres. On va s'apercevoir que Landa et Bernal sont partis un petit peu fort, et que Mollema, je l'ai fait partir un petit peu plus doucement, pour être certain de bien terminer, et puis aussi de pouvoir appuyer dans les forts pourcentages de la 2e difficulté de ce contre-la-montre. Voilà. Donc Mollema en passe de se confronter à Bernal, à Fuglsang. Voilà, ben c'est pas forcément évident qui va l'emporter. Il y a un suspense qui est assez total en fait, hein, sur cette course-là, hein, parce que Landa 12 secondes, ça je pense ne pas les perdre.
mais par contre, par rapport aux deux autres, c'est vraiment très très tendu. Donc voilà, on voit Bernal qui en termine avec un temps très très correct. Landa qui en termine également. Regardez, le temps est pas mauvais aussi pour Mikel Landa. Ça c'est le facteur grimpeur favorisé par le jeu dès lors qu'un contre-la-montre possède quelques bosses. Et oui, vous l'avez vu, Mollema arrive troisième finalement. Il fait une super deuxième partie de CLM et s'impose sur le classement général devant Landa, Bernal, Pinot, Evenepoel, Higuita, etc. etc. Donc plutôt une bonne opération en fait que ce Tour du Pays Basque. J'étais pas venu pour gagner, ça s'est présenté, on va pas cracher dessus, c'est toujours ça de fait, et on voit évidemment l'objectif suivant, qui est très très net, c'est Paris-Roubaix. Alors, on va d'abord parler d'une chose, et puis après je vais vous parler de Paris-Roubaix. Je voulais tenter quelque chose sur le Grand Prix de l'Escaut, qui est normalement une chasse gardée pour les sprinters, surtout que Groenewegen est là, Viviani, plein d'autres très bons sprinters sont présents. Donc honnêtement, on va voir ce qui se passe. Et ce qui est amusant, c'est que les favoris ne sont absolument pas ceux que l'on pourrait imaginer. Les favoris, vous savez, au moment où on lance le jeu, je vous l'ai montré à l'instant, on s'aperçoit que Lampard, Stuyven, Pedersen sont considérés comme vrais favoris. J'ai voulu pousser un petit peu l'expérience, du coup. Je me suis dit, puisqu'ils sont favoris, on va essayer de voir si, comme on a été béni des dieux avec ce plus 5 de Stuyven, est-ce que par hasard le garçon serait pas capable d'aller nous en chercher une de plus. À ce stade-là, il est à 7 victoires en 2020, et honnêtement, les 7 victoires ne sont pas dégoûtantes. Donc c'est plutôt une belle année Stuyven là sur cette carrière avec Trek Segafredo. L'échappée est reprise. Je me décide à mettre en place le fameux train qui doit et peut être déclenché à partir de environ 2,5 km. Après, tout dépend. Parce que tout ce qui est de l'ordre du virage assez violent sur le final d'une course comme celle-ci va être un moment où le coureur ne pioche plus dans sa barre. Donc il faut lancer de plus loin. Dans ces cas-là, voilà. Et c'est parti. Turns pour Stuyven. Qui est-ce qui va s'imposer? Eh bien, je crois que vous l'avez vu, c'est Stuyven qui va l'emporter. Alors devant un parterre de sprinters, avec devant Ewan, devant de sacrés coureurs, il y a Viviani, Groenewegen, Arnaud Démare même, qui est costaud. Donc, ouais, j'aurais aimé que ça se passe autrement, mais je voulais voir les limites du jeu. Voilà, donc victoire de Stuyven. Et puis il y a aussi le cas de Paris-Roubaix. J'aurais aimé l'inclure, mais on est déjà à 33 minutes à ce stade-là. Donc ce qu'on va faire, je vous l'annonce, c'est signé, ça aura lieu. C'est que dans 2 jours, je vous proposerai le Paris-Roubaix. Sauf que je l'aurai joué et commenté en direct, entre guillemets. Donc ce sera un live différé que je vous propose ce mardi pour laisser un maximum de temps, à un maximum de gens, le temps de voir cet épisode 5 et pas se faire spoiler par l'épisode 6 qui sort un petit peu après. Mais voilà, pour une fois, je rapproche les sorties. Je vous dis à très très vite donc pour l'épisode 6 dans 2 jours pour Paris-Roubaix. Bye bye.